Au nombre de critères de sélection pour faire partie du gouvernement Ilunga figure la signature d'un code de bonne conduite. C'est sous cet angle qu'il faut apprécier la séance de travail entre le Premier ministre et le directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Saint-Augustin Mwendambali rappelle l'attachement du chef du gouvernement aux valeurs d'éthique professionnelle et apprécie les signaux émis par le Premier ministre. Par rapport à la devise du président, le peuple est d'abord, le premier est conscient qu'il a une lourde tâche qui l'attend. Et si on ne priorise pas la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, tracasserie, il n'y aura rien de bon qui sera au rendez-vous. Dans la veine des consultations toujours, Lucienne Lusenge de la société civile vient en précurseur pour le respect des questions du genre. Le Premier ministre nous a vraiment rassurés que ce soit le président de la République, que ce soit le président honoraire, tous ils sont d'accord à ce que cette fois-ci, qu'il y ait une représentation significative du genre. Et donc nous espérons que les partis politiques vont vraiment apporter des listes qui vont être genrées. Comme chaque liste doit être constituée de 3 candidats, il faut que dans la liste, qu'il y ait au moins une femme. Les ambitions étant légitimes, les droits des femmes, bien que constitutionnels, doivent se réclamer. En marge de la réunion d'échange d'expériences entre la République démocratique du Congo et la République du Congo sur la lutte contre la traite des enfants, à Kinshasa, les 2 parties représentées par les ministres en charge des affaires sociales pour la partie RD congolaise, Chantal Safulo-Poussa, et la République du Congo, Antoinette Djinga, se sont retrouvés au cabinet de la ministre de la RDC pour faire le point. Une rencontre sanctionnée par un communiqué final. Brazzaville a présenté un document détaillé en guise de contribution dans cette lutte qui s'apparente à un trafic des enfants, un outil de plus pour la commission mixte de la RDC sur cette question qui sera mise en place dans un délai relativement court et ce en prévision de la signature du protocole d'accord sur la lutte contre la traite des enfants entre les 2 pays. Pour entrer en contact avec la réalité, les 2 ministres se sont rendus dans différents centres d'encadrement des enfants désœuvrés. Une tournée qui les a conduits à l'orphelinat pour enfants vivant avec le VIH à l'Institut national des travailleurs sociaux dans la commune de Lingwala pour clore cette visite à l'unité spécialisée des protections de l'enfant, prévention et lutte contre les violences sexuelles de la police nationale congolaise. Un séjour enrichissant pour la ministre de la République du Congo, Antoinette Djinga, qui répare avec les assurances de sa collègue de la République démocratique du Congo sur le renforcement des liens de coopération dans la protection des droits de l'enfant. C'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Ces 2 prestigieuses icônes viennent d'être classées parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde au cours de cette année par la plateforme internationale Apolitical. Il s'agit du prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis Mukwege et Julienne Lusenge, directrice exécutive du Fonds pour les femmes congolaises. Cette dernière est récompensée pour son engagement envers les femmes victimes de violences sexuelles dans la province du Nord Kivu. Cette militante de droits de l'homme qui se consacre au soutien des victimes de violences sexuelles en temps de guerre s'est lancée dans cette bataille il y a de cela 3 décennies. Ces prix, parmi tant d'autres déjà reçus, vient là de booster les combats de cette activiste de droits des femmes. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je travaille, je mobilise les ressources. Je viens en aide aux victimes de violences sexuelles, aux victimes de toutes les formes de violences. Nous travaillons pour restaurer la paix. Nous avons installé des groupes de dialogue dans les communautés pour que les gens se parlent, pour que les gens arrivent à résoudre leurs conflits. La question des violences sexuelles. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la question de l'Est. Ici, à Kinshasa, il y a tous les jours des cas. Il n'y a pas de services qui sont vraiment disponibles pour les victimes. Basée à Londres, la plateforme Apolitical publie chaque année un classement mondial des personnalités les plus engagées dans les différents domaines de la vie.
De retour à Kinshasa, où il a pris part à la réunion bipartite RDC-Rwanda en vue d'éradiquer complètement le virus Ebola, le ministre de la Santé intérimaire et le coordonnateur de l'intervention d'urgence d'Ebola sont venus présenter un plan intégré au Premier ministre sortant Bruno Tshibala-Nzenze pour mettre fin à la maladie à virus Ebola qui se vit dans l'est du pays. Discuter de la situation actuelle de la réponse d'Ebola dans l'est du pays. Nous avons surtout discuté le plan intégré qui a été proposé par les ministères et les partenaires pour une réponse vraiment bien coordonnée, pour chercher vraiment de mettre fin à cette épidémie. Des échanges fructueux, selon David Grassley. Ils ont permis aux deux parties d'évaluer la situation sur le terrain. Une réunion est prévue la semaine prochaine pour lancer officiellement ce plan intégré et mobiliser les fonds nécessaires pour éradiquer cette épidémie. On espère d'avoir une réunion à Londres pour lancer ce plan intégré et de commencer de mobiliser le financement nécessaire pour cette riposte qui est très importante. Ça fait déjà 12 mois que nous sommes dans la réponse. Maintenant, il faut chercher vraiment des solutions intégrées pour mettre fin à cette épidémie. Ensuite, le chef du gouvernement a échangé avec la délégation du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Au sorti de l'audience, Thomas Louaka met en garde les spoliateurs des maisons et immeubles et promet des sanctions sévères à l'endroit des récalcitrants. Depuis quelques temps, on a observé un mouvement, un vent des tentatives de spoliation des biens appartenant au patrimoine privé de l'État. Le Premier ministre a voulu qu'on fasse le point pour voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre au niveau du gouvernement pour stopper ces phénomènes. Duralex Sedlex, la loi est dure, mais c'est la loi. La situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo préoccupe le mécanisme national des suivis. À la recherche de voies et moyens pour sortir cette partie du pays de la crise, le coordonnateur du MNS, Claude Ibalanki, a échangé les vues avec le représentant spécial adjoint de la MONUSCO en charge de la coordination humanitaire. David Lachlan et Claude Ibalanki ont ensemble exploré les pistes de solutions pour cette partie du pays longtemps meurtrie par des guerres à répétition. On a parlé de la conférence avec les bailleurs de fonds qui aura lieu à New York en septembre, dans les marges de l'Assemblée générale des Nations unies, et pour lancer un plan de développement pour le pays. Il y a surtout des priorités dans l'est du pays, de construire par exemple un pôle de développement à Goma pour transformer les richesses minéraux du pays avec un pôle de développement dans cette zone de Goma. Je crois que c'est une priorité primordiale du gouvernement maintenant. Une descente sur les terrains du coordonnateur Claude Ibalanki est prévue dans les prochains jours dans cette partie du pays. Dans le cadre de ces visites et des projets financés par la Banque mondiale dans la partie est de la RD Congo, le directeur pays de la Banque mondiale, M. Jean-Christophe Carré, séjourne à Bukavu depuis ce mercredi 7 août. À la frontière Ruzizi-Peigny, M. Jean-Christophe Carré a été accueilli par le coordonnateur provincial du projet de facilitation du commerce dans les Grands Lacs, accompagné du coordonnateur du projet Nord Kivu et du directeur provincial de la direction des douanes et assises, M. Léani Rachid. Aussitôt arrivé à Bukavu, le numéro 1 de la Banque mondiale au Congo, chargé des opérations, M. Jean-Christophe Carré, a visité le site où sera érigé le bâtiment définitif du poste frontalier de Ruzizi Premier avant de réunir les membres du comité technique de suivi des services qui exercent aux frontières et le comité des petits commerçants transfrontaliers. Après cette rencontre avec les services exerçant aux frontières, la délégation de la Banque mondiale est allée au gouvernorat des provinces pour un entretien avec le gouverneur des provinces, Théo Ngwabidje Kass. Je suis très content de commencer par le commencement, c'est-à-dire la frontière avec le Rwanda. Donc ça, c'est la deuxième raison, c'est aussi venir rencontrer les autorités pour savoir comment on va travailler ensemble sur les nouveaux projets. Et puis la troisième raison, c'est effectivement voir les projets qu'on a en cours, monsieur le directeur, et je suis très satisfait de voir qu'on a déjà réalisé quelque chose, même si c'est provisoire, qui change un tout petit peu, même peut-être beaucoup,
la manière dont les gens expérimentent le passage de la frontière, pour certains tous les jours. Donc je vais m'arrêter là, je suis ravi qu'on se rencontre. J'aimerais éventuellement entendre, parce qu'on a d'autres choses à faire, donc j'ai pas énormément de temps, une ou deux personnes de la DGM ou de la DGDA qui travaillent ici et qui nous expliquent concrètement en quoi cette nouvelle frontière a déjà changé les choses. Désormais, les écarts qui constituent le manque à gagner pour l'État après conciliation des chiffres entre les régies financières et les entreprises extractives auditées par l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives, feront l'objet des poursuites judiciaires par la Cour de compte. Décision prise au cours de cet atelier de renforcement des capacités des magistrats du parquet près la Cour de compte sur l'utilisation des données ITIE lors des missions sur le terrain. Autour de cette table, des échanges fructueux entre ces officiers du ministère public et les experts du secrétariat technique de l'ITIE. Échange régulé par la coordonnatrice nationale de l'ITIE, Maître Marie-Thérèse Hollen. Une approche interactive de mise à niveau, comme le veut l'exigence 4.9 de la norme ITIE sur la qualité des données et vérification, les informations publiées qui doivent faire l'objet d'une évaluation visant à déterminer si elles proviennent des comptes audités et ce, suivant les normes internationales, d'où l'implication de ces magistrats généraux. Les séances se déroulent très bien, comme vous venez de le constater vous-même, vous venez de la salle. C'est dans la sérénité. Tous les services de la section budgétaire présidence de la République sont en train de défiler un à un, chacun pour défendre ses prévisions budgétaires pour l'exercice 2020 et ça se passe très bien. Le fil conducteur est connu et il s'appelle Programme d'action du président de la République qui est devenu programme du gouvernement, comme vous le savez. Et la fonction président de la République, qui est un programme en soi, consciente cette fonction-là de ce qu'elle doit jouer comme rôle au cours de l'année 2020, elle est en train justement de mettre en place la situation des moyens qu'il lui faut pour bien réaliser sa mission, son programme. Je peux vous rassurer que c'est justement le peuple d'abord qui conduit tous ces techniciens que vous voyez dans la salle là-bas pour l'élaboration des prévisions budgétaires de la fonction présidence. Nous avons eu à défendre nos budget en ce qui concerne trois rubriques essentiellement. D'abord, la rémunération, le fonctionnement et les investissements. Et personnellement, je rentre content de ce qui a été dit parce que nos États sont acceptés et nous osons croire que pour 2020, nous serons en mesure de répondre aux attentes de l'autorité en matière de soins de santé au sein de l'espace présidentiel où nous prestons. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons sur fonds propres, nous avons pu ériger un autre bâtiment. Donc il y a un autre son de cloche. Et nous sommes vraiment là pour répondre aux attentes. Autrefois, tout le monde s'est rabattu à nous en matière de soins de santé, que ce soit les soins locaux ou les transferts à l'étranger. Et là, j'aimerais dire que nous ne sommes pas là seulement pour l'administration des soins de santé, mais nous offrons aussi l'expertise médicale et nous faisons aussi les check-up.
Le Sénat a pour mission de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement en deuxième lecture après l'Assemblée nationale. Son président, Alexis Thambou Mwamba, est décidé d'améliorer le fonctionnement de cette deuxième institution de la République, notamment par sa modernisation et l'informatisation de tous ses services. Il compte également instaurer le vote électronique et mettre sur pied une série de réformes, question d'apporter une valeur ajoutée au fonctionnement de cette Chambre haute du Parlement. Les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces chapelets de mesures étaient passées au peigne fin à la réunion hebdomadaire de tous les membres du bureau définitif du Sénat. Réunion présidée par le numéro 1 du Sénat, Alexis Thambou Mwamba. C'était également une opportunité pour tous les membres du bureau d'examiner les modalités concrètes d'organisation et de programmation des vacances parlementaires des sénateurs et de tous les membres du bureau. Question de leur permettre de se rendre dans leurs circonscriptions respectives. Au cours de la réunion, il était également question à tous les membres de faire le point des différents contacts pris avec les différents services administratifs relevant de leurs secteurs respectifs. Le bureau de l'Assemblée nationale a reçu ce jeudi la proposition de loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. L'auteur de ce projet, le député national Christophe Lutundula, explique ici la quintessence de cette proposition. Il vous souviendra qu'il y a pratiquement 2 mois que je me bats, que je suis en croisade pour obtenir que le système électoral congolais soit réformé. Entendez par système électoral, la loi électorale, le pouvoir organisateur, les modalités de recours. Parce que, vous le savez, les 3 cycles électoraux qui ont été organisés au Congo n'ont pas donné, à mon sens, le résultat escompté. Bien au contraire, ils ont été émaillés de violences, des irrégularités dont le peuple congolais a toujours payé un prix très lourd. J'estime que si nous voulons améliorer notre démocratie, préserver les Congolais contre des crises éventuelles, donc si nous voulons préserver notre peuple contre une crise, contre un chaos qui peut intervenir à tout moment, il faut se résoudre à procéder à des réformes. La loi organique a entre autres objectifs le renforcement d'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI et la lutte contre l'instrumentalisation politicienne. Il s'agit également de rassurer tous les compétiteurs électoraux quant à la transparence du scrutin et leur offrir des chances égales. Un autre objectif poursuivi, c'est l'amélioration, la transparence et l'efficacité de la gestion tant des opérations électorales que des ressources de la CENI. Le député national Christophe Lutundula entend mobiliser toutes les couches sociales autour de cette proposition de loi. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Jean-David Okoloba. Il est chef de travaux à l'ISIPA et chargé de communication de cet institut supérieur. Bonsoir, M. Laborde. Bonsoir, madame. La clôture de l'année 2018 et 2019 est bel et bien effective à l'ISIPA. Quelle sera la suite? Bon, avant de parler de la suite, vous l'avez très bien dit, la clôture s'est effectuée le 3 août, le samedi passé donc. En fait, les étudiants ont joué au malin, puisque nous avons décidé cette année ici d'instituer une commission de validation des sujets de travaux des étudiants, des TFC et des mémoires. En fait, l'idée, c'est d'épurer les travaux qui passent par les directeurs de ces travaux, ainsi que par cette commission. Les étudiants ont traîné le pas pour nous mettre au pied du mur par rapport au calendrier académique. Mais fort heureusement pour nous, nous avons écrit au ministre qui nous a accordé la dispense et finalement la collation a bel et bien eu lieu le 3. Alors, pour cette année en cours, il y a beaucoup d'innovations. Déjà, je vous rappelle, je vous signale que le PDG de l'ISIPA, Martin Kandé, son épouse, séjourne actuellement en Europe. Quand ils y sont, ce n'est pas un touriste, c'est pour recueillir toutes les innovations qui se font à l'extérieur, particulièrement en Europe et aux États-Unis, pour le ramener. Puisque l'informatique, c'est une science qui est très évolutive et nous, à l'ISIPA, nous sommes toujours au pas de l'évolution de l'informatique. Donc, ils vont ramener des nouvelles technologies, des nouveaux programmes et bien évidemment, il y aura également des nouveaux matériels puisque la technologie rime toujours avec les matériels. Si vous êtes en reste par rapport au matériel, eh bien, vous serez rattrapé. Donc, voilà, donc, il y aura
des innovations cette année qui va commencer. Justement, c'est un peu alléchant avec ces innovations. Et quel est le message que vous pouvez maintenant envoyer à nos nombreux téléspectateurs, surtout pour les diplômés? Et quel est votre message? Qu'est-ce qu'ils doivent faire précisément pour intégrer l'ISIPA? Déjà là, les inscriptions ont été lancées officiellement. Donc nous accueillons les nouveaux diplômés. Ceux qui ont obtenu moins de 60% vont passer par un test. Ceux qui ont obtenu 60% et plus vont tout simplement acheter les formulaires et attendre tout bonnement le mois d'octobre pour commencer l'année académique. Alors pour ceux qui vont passer au test, le premier test ça sera organisé le 7 septembre. Il faut que les enfants retiennent la date. Le 7 septembre, ça sera le premier test en mathématiques, français, culture générale et en anglais. Et voilà, les conditions sont déjà requises. Nous avons acheté plusieurs climatiseurs pour aérer les auditoires. Beaucoup de matériel vont arriver, donc que les étudiants se tiennent. Les conditions sont déjà mises en place. En tout cas, à notre niveau, à tout près. Évidemment, il y a encore... les étudiants. On attend que les enfants, les étudiants. Évidemment, il y aura des réunions qui vont être organisées puisqu'il faut qu'il y ait une séance de restitution que le PDG et son épouse vont organiser pour que chacun de nous puisse être au pas de toutes ces nouvelles inventions et créations que l'ISIPA va apporter cette année ici. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jean-David Okoloba. Je rappelle que vous êtes le chef de travaux à l'ISIPA et chargé de communication. Merci pour votre visite. C'est moi qui vous remercie, madame. La population de Kolwezi devra être desservie en eau potable 24 heures sur 24. Le ministre provincial des hydrocarbures, énergie, transport et voies de communication l'a bien compris, et cela en est son cheval de bataille. Ainsi, il ne doit pas rester dans son bureau pour résoudre ces problèmes, mais plutôt descendre à la source pour s'enquérir de la situation réelle sur la desserte en eau potable Lualaba. Patrick Thierry André Kakwata débute sa visite dans l'usine de traitement. Un moment pour lui de découvrir de près l'état des équipements de cette société, même sur l'irrégularité de la desserte en eau potable. Nous fonctionnons pendant 5 heures, 6 heures. On arrête, on attend que le réservoir de l'autre côté nous envoie encore de l'eau. D'où nous basculons sur un axe. Lorsque l'eau se termine au niveau du tank, on arrête. Et quand il y aura de l'eau, on bascule encore sur un autre axe. Face à ces problèmes, Patrick Thierry André Kakwata ne tarde pas à réagir vu la nécessité. Nous allons vous accompagner et trouver une solution, que nous puissions avoir de l'eau 24 heures sur 24. Et là, maintenant, je vous demanderai de suivre d'abord la situation de la pompe qui se trouve à la Gécamine. Nous devons connaître l'état, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce que nous devons faire. C'est ici que l'eau est recueillie dans des puits. Ensuite, elle est mise dans des tanks et enfin conduite à l'usine de traitement. Le ministre provincial des hydrocarbures, quant à lui, ne compte pas s'arrêter à cette visite. Il faudrait que nous puissions arriver ce jour à donner l'information qu'il se doit à ce peuple, qui est le patron, le peuple d'abord, et sans oublier qu'il y a un autre qu'on appelle Papa Solution. Donc, si nous sommes sur terrain, c'est pour essayer de trouver ces solutions. La carence en eau potable dans la province du Lualaba s'explique par l'insuffisance de production due aux puits et forages non isolés. Décidément, les jeunes entrepreneurs congolais créatifs et féconds sont plus que déterminés à booster l'économie de la RDC. Monsieur Alexis Kayembe de Bampende était l'invité au forum animé par la conseillère Chantal Molopo en faveur de jeunes entrepreneurs congolais. Il ressort des échanges, des discussions, de partage des expériences, des difficultés rencontrées, des projets que le terme infrastructure ne représente pas seulement les routes. Tout en demeurant infrastructure mère, elle renvoie aussi aux hôpitaux, aux écoles, à la fibre optique, la voie ferrée et autres en termes d'un pays à reconstruire. Se référant à la philosophie win-win prônée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, Alexis Kayembe, économiste de formation qui a travaillé dans plusieurs secteurs avant d'atterrir chez les pétroliers, a fait savoir que pour que l'État congolais bénéficie d'une économie prospère, il faut impliquer le peuple, the people en anglais, dans toute entreprise, multinationale soit-elle ou publique. Le capital humain doit être placé au centre de toute activité et il doit occuper des postes clés. Peu importe la nature ou la provenance de l'entreprise, étant implantée sur le sol congolais, le peuple doit y trouver son intérêt. On doit savoir consommer local. En matière de l'emploi des nationaux, la sous-traitance doit être encouragée en vue de favoriser l'engagement des jeunes compatriotes, selon la compétence et la capacité, les faire occuper des postes de commandement.
Dans le cas de développement durable, l'exploitation des gisements miniers, des routes qui traversent des villes et des villages, la population riveraine doit ressentir les avantages de ces implantations, en particulier les chefs coutumiers. Les exploitants doivent savoir se dégager de cette responsabilité sociale. Les relations avec les banques doivent être entretenues. Il faut savoir profiter de la flexibilité des banques pour obtenir des crédits. Pour conclure, Mme Chantal Moulopo est revenue sur le fonds de garantie créé par le chef de l'État que les requérants obtiendront à un taux relativement bas. Le président a déjà commencé à rencontrer des banquiers, différentes entreprises qui pourront aider à mettre ce fonds de garantie en place. Avec le fonds de garantie dont le président de la République va mettre en place, cela va pouvoir vous aider, surtout vous les jeunes, à pouvoir vous expandre, à pouvoir vendre partout dans le Congo si vous arrivez à bien faire votre business plan et si possible aussi à travers le monde. De son côté, le conseiller Alexis Kayembe a démontré à l'assistance l'importance de regrouper plusieurs productions énergétiques en un grand réseau qui desservira le territoire national, même les pays voisins. Aujourd'hui, je cherche des hommes et des femmes dans cette salle qui croient dans la vision des chefs de l'État que si on se met ensemble, si on croit dans notre pays, qu'on peut arriver là où il va amener le pays pour que la RDC devienne un des grands pays au niveau de l'Afrique, on peut y arriver. Ceux qui ne veulent pas croire, qu'ils nous laissent nous qui croient pour qu'on arrive là où nous voulons aller. Sa popularité dans le Sankourou n'est plus à démontrer. Cette marée humaine est une expression éloquente de l'adhésion de tout un peuple à la vision de l'autorité morale du Front commun pour le Congo. Joseph Kabila Kabange, incarné ici par un homme dans le Sankourou, Lambert Mende Malanga, un démenti pour les mauvaises langues. En vacances parlementaires dans le Sankourou, précisément dans son fief naturel de Lodja, Lambert Mende Malanga, l'élu de Lodja, s'est vu obligé d'effectuer une marche de près d'une dizaine de kilomètres pour atteindre les stades Lumumba, lieu prévu pour un grand rassemblement. Lodja n'avait Dieu que pour son représentant à l'hémicycle, venu apporter un message de paix, d'unité aux filles et fils du Sankourou, mais surtout un message de soutien aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Adversaire politique, oui, mais des ennemis, non. Lambert Mende, ovationné par le public, dont de nombreux anonymes touchés par la trahison dont il a été victime lors de la course à la tête du gouvernorat de province, a accepté les pardons des filles et fils du Sankourou à l'endroit de ceux qu'il a qualifiés de traîtres. Après cette communion dont les images impressionnantes ont fait les tours sur la toile, l'élu de Lodja s'est rendu au secteur de Nambelo-Loembe, à quelques encablures de Lodja. Ici, un drame s'était produit au mois de juillet. Un notable du groupement Lolema, le chef Moïse Kondema Ouamou, a été lâchement assassiné pour avoir simplement lancé un message de paix avant l'élection du gouverneur de cette province. Au village Lemba, un camp de ruines laissé par les mêmes assaillants. 182 maisons incendiées, des corps calcinés, le décor est simplement apocalyptique. L'élu de Lodja a remis un don de 500 tolls pour rebâtir ses villages, tout en rassurant sur le fait que justice sera faite. Dans le secteur de Kondochumbe, Lambert Mende Malanga a poursuivi les entretiens avec les notables avant de visiter les campus de l'USTL, un moment de remerciement aux électeurs qui l'ont fait confiance. Le secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Rubens Mikindo, vient d'une mission d'inspection dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, se rendre compte de l'évolution et du niveau d'exécution du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans tous les secteurs de la vie, constater le degré de l'épidémie Ebola qui sévit la population de ces coins du pays, puis sensibiliser cette population à travers une vulgarisation de la coalition FCC Cash en rapport avec les enjeux politiques de l'heure sont là le point saillant qui ont constitué son agenda. Dans la ville de Goma, a constaté le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Rubens Mikindo, il y a un problème sérieux de l'électrification et le manque d'eau potable. Sans oublier le calvaire qu'offre le tronçon routier Saké-Massissi-Walikale, presque abandonné et attend avec impatience sa réhabilitation.
Le séjour du secrétaire général Mikindo à Goma a trouvé son rôle avec des séances de sensibilisation sur le comportement que doit observer la population par rapport à l'épidémie à virus Ebola avec des pratiques d'hygiène pour éviter cette maladie. En plus de l'officiel qui doit s'occuper du programme de 100 jours du chef de l'État, deux sociétés privées, à savoir Virunga et Sokodé, ont pris l'initiative d'électrifier la ville de Goma. Face à la discordance de ces deux sociétés sur le partage de marchés et le champ d'intervention de l'une et l'autre, le secrétaire général Mikindo a mené une démarche de conciliation et d'harmonisation au profit de la population. Il a demandé à chacune de ces deux sociétés de respecter la partie qui lui est attribuée. Mais puisque Virunga propose $150 le mois par habitation et offre en plus l'éclairage public, contrairement à ce que exigent les autres jusqu'à taxer $350 le mois par habitation, on ne peut que soutenir le mieux offrant, c'est-à-dire Virunga. Avec l'intervention du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, la mission du secrétaire général Mikindo à Goma a connu un succès du fait qu'à présent la ville de Goma est éclairée et la population est restée en liesse. Comme pour dire à l'UDPS, le peuple d'abord. Nous recevons sur ce plateau M. Rubens Mikindo. Il est secrétaire général adjoint chargé de l'administration et stratégie au sein de l'UDPS. Bonsoir M. Rubens. Bonsoir. Vous venez du Nord Kivu tout récemment, mais sur place, on parle de la maladie à virus Ebola qui a été également l'objet de votre mission. Qu'en est-il ? Écoutez, moi, je viens de la province du Nord Kivu, plus précisément de la ville de Goma, où j'ai effectué une mission avec un double objectif, c'est-à-dire il s'agissait d'aller compatir avec la population de la ville de Goma qui sévit où il sévit la maladie à virus Ebola. Et aussi, c'était une mission pour aller aussi inspecter les travaux des 100 jours d'urgence du chef de l'État. Et voilà, c'est pour ces deux objectifs que j'étais dans la ville de Goma. Oui. Mais qu'en est-il précisément avec l'évolution de la maladie à virus Ebola sur place? Bon, écoutez, moi je ne suis pas un médecin, je suis un leader politique, étant donné que je suis moi-même natif de la province du Nord Kivu. J'ai évolué, j'ai fait pratiquement ma politique pendant plus de 20 ans dans la ville de Goma. Il était tout à fait normal que je puisse aller aussi donner ma contribution sur le plan de la sensibilisation, parce que vous savez, si on ne fait pas attention, Ebola risque de nous décimer tous. Alors il fallait aller donner un coup de pouce à l'équipe de riposte avec à la tête le docteur Mouyembe, parce que vous savez, en dehors de ce que nous pouvons donner comme contribution, c'est-à-dire avec les moyens pour combattre sur le plan médical, mais aussi il faut savoir qu'il y a un grand problème sur le plan de la sensibilisation, de manière à ce que la population puisse prendre conscience que si on ne fait pas attention, si on néglige les règles d'observation qui sont véhiculées par l'équipe de la riposte, nous risquons de voir la population de la province du Nord Kivu, pourquoi pas même le pays voisin, être atteint par cette terrible maladie qui est devenue pratiquement une urgence pour, disons, l'OMS qui a décrété ça comme une urgence mondiale. Vous êtes allé notamment palper du doigt la réalité ou l'évolution des actions des 100 jours du président de la République. On pouvait parler également des infrastructures, l'eau, l'électricité. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette partie du pays? Bon, écoutez, là nous avons, parce que vous savez, nous sommes de l'UDPS. Et l'UDPS, étant donné que nous sommes au pouvoir pour le moment, nous sommes devenus presque l'œil du chef de l'État, l'œil du gouvernement. Là où ça ne va pas, nous devons élever la voix. Et c'est ainsi que mon parti, l'UDPS, a inspecté, essayé de voir ce qui s'est fait dans cette partie de la province du Nord Kivu. Nous avons compris qu'il y a de la négligence et d'ailleurs les enquêtes continuent pour voir où est-ce qu'on en est avec les travaux, par exemple, de la route qui va des sacs et Massissi Walikale. La ville de Goma se pose un problème sérieux de l'eau et la régie des eaux ne fait absolument rien. D'ailleurs, nous avons des informations comme quoi on fait payer encore la population $10. Tout ça, ce sont des informations que nous sommes en train de ramasser, de mettre ensemble et pourquoi pas finalement les placer au niveau de la présidence de la République ou si vous voulez, d'ici là, on va mettre ça à la disposition du gouvernement. Mais aussi, il y a un problème d'électricité qui se pose dans la ville de Goma,
qui nous a aussi intéressés au plus haut niveau parce que il y a Virunga, il y a Sokodé qui sont en train de se battre sur le terrain. Notre mission consistait aussi à essayer de concilier les deux parties, mais dans les fonds, nous avons remarqué qu'il y a Virunga qui a de la volonté, disons, de conjuguer les efforts dans le sens d'aider la population, mais contrairement à Sokodé qui veut avoir le monopole, alors que c'est Virunga qui a construit avec des financements de la Banque mondiale, l'Union européenne et j'en passe, pour finalement avoir ces barrages qui devaient desservir, si vous voulez, desservir la ville de Goma. Mais fort malheureusement, ce que nous avons remarqué sur le terrain, ça fait 2 mois, là, ils ont utilisé la justice, ou d'ailleurs c'est une occasion pour moi de placer un mot par rapport aux autorités judiciaires de la place qui ont été utilisées abusivement pour arrêter les travaux de Virunga afin que la ville de Goma ne soit pas électrifiée. Or, à partir du moment où vous n'avez pas de l'eau dans la ville de Goma, avec la maladie à virus Ebola, si vous n'avez pas de l'eau, c'est la mort. Voilà pourquoi nous nous sommes intéressés, parce que chez nous à l'IDPS, nous disons c'est le peuple d'abord. Au lieu que nous puissions commencer à soutenir les hommes d'affaires, nous voulons bien que les hommes d'affaires puissent faire leurs affaires, mais pas sur le dos de la population. Voilà. Merci, Monsieur Rubens Mikindo. Nous le rappelons, nous recevions pour vous sur ce plateau. Il est secrétaire général adjoint chargé de l'administration et stratégie au sein de l'UDPS. Merci.